Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Canicule, les médias en ébullition. Coup de chaud pour les Français, mais aussi pour les journalistes qui ont traité cet épisode caniculaire de manière catastrophiste. Burkini, maillot intégral, dérive intégriste. La polémique revient et les médias ont traité complaisamment ce nouvel épisode de la saga du Burkini. Conseil de l'ordre des journalistes, la polémique. Le gouvernement Macron souhaite que les journalistes s'organisent pour lutter contre les médias alternatifs. Et le gouvernement menace d'organiser lui-même un conseil de l'ordre médiatique. Inquiétant. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Coup de chaud sur la France, mais aussi dans les rédactions. En effet, tous les médias ont fait leur gorge chaude, évidemment, de la canicule qui touche actuellement le pays, à commencer par les journaux télévisés, comme par exemple celui de France 2. Regardez un petit peu l'évolution avec cette carte. Tout ce que vous voyez ici en violet clair, eh bien, ce sont des températures comprises entre 30 à 38 degrés. Mais regardez l'évolution pour jeudi. Tout ce qui est en rouge, eh bien, ce sont des valeurs qui vont dépasser les 38 degrés. Et le discours médiatique était le même dans tous les médias. La canicule s'annonçait exceptionnelle. Le Monde, une canicule d'intensité exceptionnelle. L'Obs, une canicule sans précédent. BFM, ces villes dans lesquelles des records de chaleur pourraient être battus, ou encore Le Parisien, une semaine pire qu'en 2003. Sauf que cet emballement médiatique a obligé Météo France à réagir. Des températures ressenties jusqu'à 50 degrés, Météo France met en garde contre des prévisions prématurées. Plusieurs médias ont annoncé que la France allait connaître par endroits des températures ressenties proches des 50 degrés. Mais pour Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Le concept de température ressentie est plutôt utilisé en hiver. Et surtout, les prévisionnistes ont déjà des doutes et des incertitudes sur le niveau des températures de la semaine. Alors Jean-Yves, pourquoi une telle couverture médiatique d'un événement finalement peut-être pas si exceptionnel que ça? Voilà, écoutez, je vais vous donner d'abord un mot rafraîchissant. C'est un peu un phénomène de cascade. Vous voyez, déjà, ça rafraîchit rien que d'y penser. Ça fait du bien. Le téléspectateur apprécie. Le téléspectateur, le web spectateur apprécie. Alors pourquoi? Parce que Météo France, quand Météo France fait des prévisions, ils ont toujours tendance à prendre quand même les prévisions, j'allais dire les pires. C'est-à-dire, s'ils hésitent entre une température qui va être à 34 ou 36, ils vont plutôt mettre 36 parce qu'il faut pouvoir faire face à 36. De même, s'il y a des précipitations, ils vont plutôt avoir tendance à annoncer en quelque sorte le pire, le plus important. C'est assez normal, ça fait partie de leur rôle et c'est sûr qu'on met en vigilance orange beaucoup de départements à partir du moment où il y a un doute par sécurité. Oui. Donc c'est assez normal. Il y a je dirais une exagération naturelle, probable, pas toujours, parce que dans un certain nombre de cas, eh bien effectivement, c'est la prévision haute qui se réalise, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a maintenant un certain nombre d'offices ou d'officines de prévisionnistes concurrents et qui ont aussi intérêt, peut-être, eux, à en rajouter pour faire le buzz et faire parler d'eux. C'est notamment ceux qui ont lancé les températures ressenties de 50 degrés. Ça vient un peu de ça. Et puis les médias, ils ont encore intérêt à en rajouter. Parce que plus c'est spectaculaire, plus on va avoir des clics, plus on va buzzer, plus on va être regardé. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'ils sont un peu dans le syndrome Philippulus. La fin du monde arrive, la fin du monde arrive. C'est le personnage dans Tintin, c'est ça? Personnage dans Tintin, bien sûr, l'étoile mystérieuse, avec une grande chaleur d'ailleurs à l'époque, à l'époque en tout cas dans la BD. Et donc c'est le jeu de l'alarmisme climatique
et du climato-fanatisme, qui est un des éléments de l'idéologie dominante. Voilà. Alors justement, on va voir que très rapidement, les médias n'ont pas hésité à faire le lien entre cet épisode caniculaire et puis le réchauffement climatique. Par exemple, France Info, comment expliquer la canicule attendue la semaine prochaine? Cette canicule s'inscrit dans un contexte de réchauffement climatique global, même si dans l'article, eh bien, Sébastien Léas nuance. Il est délicat de mettre tout de suite la responsabilité sur le réchauffement climatique. En revanche, c'est un signal fort de ce que l'on attend dans le futur. Le Huffington Post, en cause de cette canicule, une masse d'air chaud en provenance du Sahara, un phénomène évidemment aggravé par le réchauffement climatique. CNews a bien fait sa une. Le réchauffement est-il en cause? Et puis Libération, canicule, la clim à fond, le climat fou. De plus en plus d'études scientifiques font le lien entre l'augmentation du nombre d'épisodes météorologiques extrêmes et le dérèglement climatique, écrit Libération. Alors Jean-Yves, les médias n'ont vraisemblablement pas hésité à relier donc ces phénomènes caniculaires au réchauffement climatique. Est-ce logique? Non, parce que je crois qu'il faut distinguer deux choses. Le climat, ce sont des moyennes. La météo, c'est la grande variabilité, avec des extrêmes dans un sens ou dans un autre. Au mois de mai, par exemple, on a eu un mois de mai très froid. Ça ne veut pas dire que le climat se refroidit, bien sûr. Mais pour les médias, en fait, quand il fait froid, c'est pas le climat, ce qui est d'ailleurs généralement vrai, il faut bien le dire. Mais quand il fait chaud, là, c'est pas la météo, mais c'est le climat. Alors évidemment, ils jouent gagnant toujours. La réalité est plus compliquée. D'abord, on sait que, parce qu'il y a l'histoire, il y a le roi Ladurie qui avait écrit une très belle histoire des climats, on sait qu'il y a eu des périodes de canicule plus fortes que celles qu'on a aujourd'hui, au petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est une période de refroidissement, en tout cas en Europe, entre 1350 et 1830. Il y a eu des canicules, c'est très simple. À la fin du règne de Louis XIV, il y a eu une très forte canicule et quelques années plus tard, il y a eu un très grand froid. Avec dans les deux cas, effectivement, beaucoup de famines, de décès, parce que, et surtout pour le froid d'ailleurs. Le froid est quand même plus gênant encore que la chaleur. Voilà. Donc, quand on dit que c'est lié au réchauffement climatique, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, même les climatologues professionnels, va-t-on dire, expliquent on va attendre la fin de l'épisode pour l'analyser. Or les médias n'attendent pas. Les médias n'attendent pas. Ouais. Ils analysent l'épisode avant d'avoir les résultats. Et en tout cas, on parle aujourd'hui, on est jeudi au moment où nous enregistrons. Au moment où nous enregistrons, l'épisode de chaleur, oui, de grande chaleur, a été inférieur à ce qui avait été annoncé par Météo France et encore plus à ce que les médias nous ont surjoué. Ouais. Voilà. Alors il y a une scène que je voulais vous montrer, Jean-Yves, c'est une passe d'armes entre Brune Poirson, qui représentait donc le gouvernement, et Gilles-William Goldnadel. On n'est pas obligé de prendre toujours un ton apocalyptique et de dire, par exemple, on ne va pas parler des urgences parce qu'il fait chaud. Je ne nie pas le réchauffement climatique que vous voulez appeler dérèglement climatique, alors même que ça s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Là où je ne sais pas, et je ne suis pas sûr que vous le sachiez mieux que moi, c'est la part de l'humain dans ce phénomène naturel ou dans ce dérèglement naturel. J'appuie mes décisions et la façon de travailler sur la science. Oui, la science de Mme Poirson, ce sont les conclusions du GIEC, qui est un organe politico-scientifique dans les mains de l'ONU. C'est un avis, donc, voilà. Il y a un vrai consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Sur le réchauffement climatique. Et je suis désolé de vous le dire, mais il y a quand même malgré tout un petit consensus scientifique aussi sur le fait que l'homme joue un rôle dans le réchauffement. C'est beaucoup plus controversé, beaucoup plus discutable, parce que le climat, c'est la machine géologique, et l'influence de l'homme sur la machine géologique, elle n'est pas inexistante, mais elle n'a certainement pas la force qu'on lui prête. En tout cas, la machine climatique, elle a extrêmement varié au cours de l'histoire et même au cours du temps géologique, indépendamment du temps historique, indépendamment, bien évidemment, de l'action humaine. Alors, simplement, moi, ce que je crois, là, dans cette affaire, c'est que les médias, comme d'habitude, en ont fait trop. Et que ça risque de se retourner contre le dogme. Je prends un exemple. Il y a une dizaine d'années, il y a eu la question de la grippe H1N1.
avec une médiatisation alarmiste forcenée, avec l'obligation de vaccination sur un mode soviétique ou paléo-soviétique ou post-soviétique. Et le résultat de tout ça, finalement, la grippe H1N1, ça a été une grippette. Et le résultat de tout ça, c'est que l'opinion a maintenant une très grande méfiance dans ce qu'on lui raconte sur les vaccins, parce que on lui a menti, les gens s'en sont aperçus finalement, et donc ils sont sceptiques. Et là, je crains qu'on en ait fait quand même beaucoup trop sur cet épisode de chaleur, indiscutable, mais qui n'a pas le caractère apocalyptique que les médias ont bien voulu lui prêter. Passons au zapping. Soudain, à 100 km de Lampedusa, le chalutier s'immobilise. Son équipage fait alors descendre sur la petite embarcation des dizaines de migrants. L'opération terminée, le plus gros navire repart vers les côtes libyennes. Le canot, lui, s'apprête à gagner l'Italie. C'est la première fois que des passeurs sont filmés débarquant autant de migrants en mer. La délinquance explose à Paris et Anne Hidalgo donne une explication. La crise des Gilets jaunes qui a mobilisé beaucoup de policiers. Certains samedis, les commissariats ont été vidés de la moitié de leurs effectifs. Avoir un papier français, ça ne veut pas dire être assimilé à la France. Si on refuse la culture française, l'histoire de France, on n'est pas français. Est avant tout politique. Pas du tout. Avec des valeurs universelles. Liberté, égalité, fraternité. Ça n'a rien de culturel. Son mari étant devenu un candidat plus à droite qu'à gauche, j'allais dire, Brigitte Macron, c'est une parfaite rabatteuse de voix dans la cible bourgeoise qui est maintenant devenue celle d'Emmanuel Macron. Et entendre Brigitte Macron fixer des priorités dans l'action publique, on peut quand même se demander si c'est bien légitime qu'elle le fasse. Imaginez Édouard Philippe, on vient de lui dire, dis donc, ta priorité, c'est les hôpitaux. Mais les priorités, Édouard Philippe, il en a 12 au moins. Donc, entendre la femme du chef de l'État lui donner un ordre, je ne sais pas si c'est très constitutionnel, vous êtes je ne sais pas si c'est bienvenu politiquement. Can we get this person out? Comme Sud Radio qui banalise les théories d'Alain Soral. C'est leur fonds de commerce. C'est Charline Vanhoenacker qui a dit ça ce week-end dans Le Parisien. Dire cela, c'est en creux nous accuser, alors qu'on vient de parler d'Étienne Chouard, de négationnisme. Et j'ai demandé à Madame Sybille Veil, patronne présidente de Radio France, des excuses publiques à la hauteur de l'outrage public qui a été porté par cette dame dans Le Parisien. J'attends toujours ces excuses. Je vais vous dire ce qui m'agace, cette bien-pensance dégoulinante. Ouais, mais oui, c'est juste insupportable. De distribuer ses bons points, mais qui est Charline Vanhoenacker pour distribuer ses bons points sur Marine Le Pen? C'est une radio de service public. Charline, dans Le Parisien dimanche dernier, s'est réjouie de l'arrêt des terriens en expliquant que votre émission était trop putassière. Il n'y a pas de quoi se réjouir, hein. Ça met 100 personnes au chômage. Ah, comme vous êtes de gauche, j'imagine que ça doit vous embêter beaucoup. Oui, bien sûr. Voilà, vous aimez les gens. Ouais. Voilà, donc il y a 100 personnes qui n'ont pas de boulot. Putassier, c'est un compliment pour vous dire rire. Pas du tout. Pour moi, c'est pas un compliment. Je vous ai connu beaucoup plus drôle. Je vous dirais, ma chère Charline, d'abord que Vizorek est désolé. Il m'a envoyé un texto dès le matin en me disant je comprends pas ce qu'il lui prend. Et c'est pourtant votre grand copain, vous lui en parlerez. J'ai quand même le droit de lui dire qu'elle a essayé de faire de la télévision, que ça a duré 15 jours, et que moi j'ai fait 34 ans de télévision avec un certain succès. Donc les leçons de Charline, j'en ai rien à foutre. Voilà. France Inter, c'est du service public. Voilà. Or, là, on ne fait pas une leçon de morale à France Inter, on constate qu'il n'y a pas de pluralité dans les journalistes. Or, je vais vous donner un exemple très précis. Il y avait un jour sur ce plateau, je ne sais pas si c'était chez vous, mais sur ce plateau de CNews, un journaliste de France Inter. À la question précisément de l'uniformité des journalistes, il avait répondu « C'est vrai, mais la pluralité est dans les invités ». Et ben voilà, fin de l'histoire. Bon, alors, on voit très bien avec la première scène la fiction des naufragés en Méditerranée, puisque les clandestins
sont transférés d'un bateau tout à fait confortable vers une petite embarcation. Voilà, on voit bien que tout ce qu'on nous a raconté depuis 3 ans sur les naufragés en Méditerranée, c'est bidon. Ce sont les organisations immigrationnistes qui ont relayé le point de vue des passeurs. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que cette image-là ne sorte que maintenant. Je pense qu'elle a été prise par Frontex. Ouais. Frontex c'est un organisme politique, Frontex. C'est un organisme politique qui dépend de l'Union européenne. Frontex devait avoir ce type d'image depuis très longtemps, mais ils ne les sortaient pas. Maintenant, ils les sortent parce que... Et ça passe aux 20h. On siffle la fin de la récréation et ça passe aux 20h, ce qui est effectivement une information intéressante qui devrait conduire les passeurs et les immigrationnistes à changer un peu de braquet ou de technique de trafic. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, alors on a une pure opération de diversion et de propagande de la mairie de Paris, relayée par les médias, qui nous explique que la délinquance explose à Paris à cause des gilets jaunes. Et non, la délinquance explose à Paris à cause de la masse de clandestins qui se répand sur tout le nord, ouest et est de la capitale. Ou en tout cas, on va dire, sans parler forcément que de ça, ça peut aussi être l'incurie de la mairie de Paris. Rien que ça, enfin on n'a pas, voilà. L'incurie de la mairie de Paris, elle n'est pas directement responsable de la sécurité. Ceci étant, elle veut embaucher elle-même une police municipale, ce qui est tout à fait nouveau à Paris, sachant qu'il y a déjà beaucoup de police à Paris, objectivement, ouais. En nombre par rapport à la population. BFM nous la joue dramatique en parlant de la violence de son geste, en parlant d'un secrétaire d'État anglais, assez viril, il faut bien le dire, qui évacue une perturbatrice. C'est assez normal d'évacuer un perturbateur ou une perturbatrice. Surtout que c'est pas très violent comme ils le disent. Et ça n'a rien de violent. Bon, évidemment, il la prend et puis il la met dehors. Enfin, ça suffit pour faire un scandale. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que on met des femmes pour manifester, et quand on repousse les femmes qui manifestent comme on repousserait des hommes, en vérité, alors là, on dit « Ah non, ça, c'est pas permis ». Voilà. Le système est assez pervers, mais ça fonctionne. Dernier point, eh bien, je crois qu'il y a toute une séquence autour de France Inter, de Radio France, et ce qui est central, c'est l'aveu que souligne très bien Charlotte Dornelas, qu'il n'y a pas de pluralité dans les journalistes de France Inter. Pour être recruté comme journaliste à France Inter, il faut être politiquement correct, il faut être de gauche. Alors avec 2 versions, gauche modérée ou gauche extrême, mais c'est vraiment le critère, et tout ça est payé par les contribuables. Une petite précision, la patronne de Radio France, Madame Sibylle Veil, qui est la belle petite fille de Simone Veil, et qui est par ailleurs une camarade de promotion de Macron. Comme ça, tout va bien. Voilà. Alors, Charline Vanhoenacker a été rhabillée pour la canicule par Ardisson. C'était plutôt plaisant à voir. Ah oui, alors elle a été bien mâchée. Bien mâchée, parce que lui a fait 30 ans de télévision à succès, et au bout de 15 jours, elle a dû abandonner. Ouais, et puis les relations avec son camarade Vizorek dans l'émission Par Jupiter, à mon avis, ça va se refroidir malgré le temps, hein, clairement. C'est une bonne cliente pour vous, hein, Charline Vanhoenacker. Vous aimez bien en parler. Elle fait des gros scores dans son émission. Et là, elle s'est pris cette semaine une série de rafales un petit peu venues de tous les côtés. Et c'était plutôt plaisant à regarder. J'espère que vous, chers téléspectateurs, vous avez apprécié ce zapping également. Passons au deuxième sujet. Burkini, maillot intégral, dérive intégriste. Les islamistes se jettent une fois de plus à l'eau. À Grenoble, pour la seconde fois en un mois, les islamistes ont décidé de réaliser une opération médiatique autour du burkini. Alors que la France avait été secouée par la polémique sur ce vêtement de bain islamique il y a quelques années, eh bien voilà que les musulmans radicaux, aidés de leurs amis d'extrême gauche, ont décidé de remettre ça à Grenoble. Ce fut la polémique de l'été 2016 et 3 ans plus tard, apparemment, elle est relancée. Faut-il autoriser le burkini ? Une dizaine de femmes vêtues de burkini ont mené une action coup de poing hier après-midi dans une piscine municipale de Grenoble pour revendiquer le droit de se baigner avec ce maillot de bain intégral mais interdit. Les manifestants ont expliqué vouloir défendre la liberté de toutes les femmes.
Alors, quelles ont été les réactions médiatiques? Eh bien, premièrement, il était à noter que les médias ont complaisamment participé quasiment à cette opération. On l'apprend dans cet article de France Bleu Isère. Après avoir répondu aux questions de la presse conviées pour l'occasion, les militants se sont dirigés vers la piscine. Les médias ont donc tout simplement participé à un point presse préalable à l'opération de propagande et ont même complaisamment tendu leur micro aux militants islamistes dans la piscine. Jean-Yves, aurait-il tendu leur micro à des militants de Génération Identitaire sur une opération? Je ne suis pas certain. Hein. Ah, ils auraient fait preuve de distance. Là, il y en a pas. Ce que les journalistes prétendent, quand ils traitent des sujets pour eux politiquement incorrects, c'est distancier, éclairer. Là, on relaie le happening, on fait la promotion du happening. Hein. On a l'impression d'un voyage de presse organisé par une entreprise. Ouais. Ils avaient peut-être du thé à la menthe et des loukoums d'ailleurs en marge de la conférence de presse, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une opération, c'est quasiment du publi-reportage. Ouais, c'est du publi-reportage islamiste. C'est un peu l'impression qu'on a. Alors plus largement, les médias ont fait une large publicité à cette opération militante. Alors il y a des articles presque neutres, comme par exemple cette dépêche de l'AFP reprise plutôt sobrement par Le Monde. Des femmes en burkini manifestent dans une piscine de Grenoble, mais on note quand même que Le Monde reprend le terme acte de désobéissance civile. Et puis d'autres médias semblent clairement beaucoup plus complaisants dans le traitement médiatique. Par exemple, l'Est éclair, des femmes en burkini dans une piscine pour revendiquer leurs droits, et avec dans le chapeau, les militantes affirment que cette action n'a aucun motif religieux, donc pas de prise de distance par rapport à cette affirmation militante. L'Express insiste sur l'acte de désobéissance civile dans le titre. Et puis Cassandra Janin pour RTL parle même tout simplement de femmes qui se baignent pour défendre la liberté. Alors même si la compétition de complaisance est serrée, la palme revient à France Bleu Isère dans son tweet. Nouvelle action de femmes en burkini pour demander l'autorisation du maillot intégral. Donc le terme maillot intégral, c'est quand même pas mal. Jean-Yves, on voit que globalement, il y a eu une bienveillance médiatique. Je pense que les médias reprennent, vous l'avez bien souligné Nicolas, les médias reprennent strictement les éléments de langage des islamistes. Désobéissance civile, règlement discriminatoire, revendiquer leurs droits, défendre la liberté. Alors le mieux, vous l'avez dit, c'est le maillot intégral. Parce que là, on est dans la novlangue totale. Parce que qu'est-ce qu'un maillot? C'est un vêtement peu couvrant, d'après les définitions du Larousse. Alors comment un vêtement peu couvrant peut être intégral? Là, on est en pleine novlangue, mais ça fait rien, on reprend. Il y a aussi un terme que vous n'avez peut-être pas utilisé, mais qu'on trouve dans pas mal de médias, où on explique que ce sont des mamans qui se mobilisent. Parce que les mamans, ça ne peut être que gentil, les mamans. Donc ce sont les mamans qui se démobilisent pour défendre leurs droits au maillot intégral. On est en pleine propagande. Enfin, les médias sont des relais de la propagande islamiste dans cette affaire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre manière pour les médias un peu détournée de regarder avec complaisance cette action. Eh bien, c'est cette dépêche AFP. La droite et l'extrême droite s'insurgent contre l'opération Burkini. Ça a été repris par France Info ou par Le Figaro. Et on voit que ceux qui s'insurgent ne peuvent être que de droite ou d'extrême droite. Donc c'est forcément mauvais. Heureusement, certaines figures médiatiques ont apporté un son de cloche différent et peut-être plus réaliste, comme par exemple Alexandre Devecchio sur CNews. C'est d'une invention moderne des islamistes qui n'a qu'un seul but, faire progresser l'islam dans la société, et l'islam dur, pas l'islam qui est modéré. Vous faites semblant de ne pas le voir, vous êtes vraiment un idiot utile des intéressés. Pas du tout. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a quand même une prise de position, il y en a quelques autres à côté, mais globalement, ça reste quand même plutôt mineur. Pourquoi ce silence médiatique Il y a absolument... Parce qu'il relaie la propagande sans aucun esprit critique. Il pourrait expliquer que c'est une stratégie politique qui consiste à avancer par petits... en bénéficiant précisément de la complaisance médiatique. Il pourrait donner la parole à des experts de l'islam, il y en a beaucoup. Et ceux qui ont lu le Coran, ceux qui ont lu les hadiths, tout ça, ils ont une vision quand même un peu plus critique des choses, va-t-on dire. Il pourrait souligner d'ailleurs que c'est quand même assez paradoxal de voir des islamistes réclamer des libertés, alors que c'est précisément dans les pays musulmans qu'il y a le moins de liberté. Tout ça, ils ne le font pas. Et puis fondamentalement, qu'est-ce que c'est que le burkini ? C'est le voile islamique
en piscine. Et donc la vraie question, parce que quand on dit c'est des règlements discriminatoires, bon, c'est d'abord des règlements sanitaires, mais c'est vrai qu'il y a une légitimité à discriminer le voile en Europe, parce que c'est pas notre culture, parce que c'est pas notre civilisation. Et moi je renvoie toujours, je le refais, je le recite, parce que c'est un livre qu'il faut absolument lire, le livre de Thibaut Mercier, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. On a le droit de discriminer, et c'est même la condition pour survivre. D'ailleurs, il y en a qui l'ont bien compris, ce sont les Corses. Parce que quand il y a eu une affaire de Burkini en Corse il y a 2 ans, à Cisco, les Corses y ont mis un terme extrêmement rapidement. Virilement voilà. Même virilement, bah oui, mais ça fait du bien de temps en temps. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Voilà. Passons au tweet. Je vais d'abord commenter le dernier tweet qui est sans doute le plus important, c'est-à-dire la mise en avant de la photo de 2 clandestins salvadoriens, je crois, trouvés morts à une frontière et qui sont mis en avant par tous les médias, comme l'avait été la photo du petit Aylan sur la plage turque. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, c'est la chandelle de Libération qui explique, oui, on a choisi de mettre cette image précisément pour condamner les politiques migratoires. En revanche, ce sont les mêmes qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre l'image de victimes du Bataclan, par exemple, pour mettre en évidence les dangers du terrorisme islamique. Donc dans un cas, c'est bien, c'est nécessaire de montrer des corps humains, des corps d'humains décédés, d'enfants décédés. Dans l'autre, que ce soit pour le Bataclan ou Nice, c'est une atteinte à la dignité humaine parce que le résultat politique n'est pas le même. Je rappelle que, par exemple, la page Facebook des Bobards a été censurée pour avoir représenté des images du Bataclan. De même, certaines images de Nice ont été aussi censurées. Donc, dans un cas, on censure. Et même, je crois que Marine Le Pen est poursuivie par l'État Macron pour avoir publié un tweet avec ce type d'image. Dans l'autre cas, on justifie parce que c'est pour la bonne cause. Merci quand même à Libé de l'avoir dit de manière aussi explicite. Oui, c'est vrai que au moins, ils ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Là, non, alors chers amis web spectateurs, c'est vous, bien sûr, qui payez Libération à travers vos impôts, puisqu'il s'agit d'un organe particulièrement très peu lu, mais beaucoup subventionné. Voilà. Ça va souvent de pair. Oui, ça va souvent de pair. Mais exerçant une influence considérable, puisque c'est l'un des journaux avec Le Monde que les journalistes de radio, de télévision utilisent pour faire leurs propres travaux, si on peut dire. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors le Parisien, toujours subventionné, chers amis web spectateurs, le Parisien, le journal du milliardaire Arnaud, mais toujours subventionné, qui nous explique que le fait de vandaliser
de vandaliser les bouches d'incendie, ce qui est très grave. À la fois parce que ça peut créer une pénurie d'eau, et puis surtout parce que ça peut rendre inopérants les moyens de lutter contre un incendie. Donc le vandalisme des bouches d'incendie, c'est traité sur le mode léger. Ça, c'est pas un usage prioritaire de l'eau. C'est pas un usage prioritaire de l'eau. Et c'est du street pooling. Ouais, street pooling. Street pooling. Alors ça, c'est chic, c'est anglais. C'est très Startup Nation. C'est formidable. C'est fait par des Africains ou des Maghrébins, enfin les banlieues de l'immigration, mais on met ça en anglais, donc ça fait très chic, ça fait très bien. Voilà, c'est du vandalisme. Voilà, c'est ça la réalité. Mais là encore, on est dans la novlangue. Dernier point intéressant, à la demande de l'Éducation nationale, la télévision nationale va réaliser un reportage, et même plus qu'un reportage, une série sur le service national universel, c'est-à-dire le moyen d'embrigadement trouvé par des jeunesses macronistes. Donc on est vraiment dans un univers qui est un univers quasiment nord-coréen, là. Voilà, faut dire les choses par leur nom. Hein. Je pense qu'il faudrait payer un voyage à Macron en Corée du Nord. À moins que ce ne soit Monsieur Kim Jong-un qui observe attentivement ce qui se passe en France pour le faire chez lui. Je me demande si c'est pas comme ça. C'est peut-être ça, et à mon avis, Kim Jong-un, il va prendre des notes parce qu'on va passer à un sujet qui l'intéressera. Conseil de l'ordre des journalistes, la polémique. C'est un entretien de Cédric O donné à l'agence Reuters qui a semé le désordre dans les rangs des journalistes. Pour lui, il faut que les journalistes se réunissent et créent ensemble un conseil de l'ordre des journalistes. Voilà ce qu'il déclare, notamment sur les prérogatives d'une telle structure. Je considère qu'il doit y avoir un conseil de l'ordre des journalistes entre eux qui prennent des décisions et qui disent à l'État « Vous devez retirer l'agrément de tel ou tel canard, mettre des avertissements ». Et dans son viseur, on retrouve évidemment bien plus les médias alternatifs que Libération, par exemple. Cédric O considère que Russia Today ou Sputnik fragilisent volontairement la démocratie pour aboutir à l'arrivée au pouvoir de tel ou tel parti politique. Sur YouTube, la chaîne qui a le plus de visibilité, c'est RT. Les Gilets jaunes ne s'informent que par RT. Je considère qu'il y a un risque monstrueux et donc il y a une obligation de résultat de la société. C'est aux journalistes de le faire. S'ils ne le font pas, ce sera l'État qui le fera. Concrètement, Jean-Yves, on a l'impression que là, face à l'essor des médias alternatifs, le pouvoir panique complètement. Oui, mais alors le pouvoir, en fait, il veut faire prendre la décision de censure des médias alternatifs, non pas par lui-même, il ne veut pas la prendre lui-même, il veut la faire prendre par les journalistes. Il veut un peu comme avec Facebook, voilà. Il faut censurer RT, il faut censurer Sputnik, mais c'est à vous, chers amis des médias, chers amis journalistes, de le faire. Voilà, c'est ça l'idée de M. Cédric O. C'est intéressant d'ailleurs qu'il est spécialisé dans le numérique, et le numérique aujourd'hui, c'est ce qui est à la pointe de la censure. Oui, effectivement. Et alors, ces déclarations, bien, elles ont suscité une levée de boucliers. Alors, on a par exemple Fabrice Arfi qui déclare que le gouvernement auquel appartient Cédric O, qui veut donc lutter contre les fake news des médias alternatifs, eh bien, ce gouvernement, il produit des fake news à tire-larigot. Catherine Gasté du Parisien qui tweet « Où va-t-on ?» avec un emoji policier, sous-entendu « On va vers l'État policier ». Françoise Laborde « Occupez-vous de vos oignons, Cédric O ». Donc on a l'impression que certains journalistes considèrent qu'il s'agit d'une forme de fascisme quasiment d'État. Et eh bien c'est intéressant puisque lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron semblait penser exactement comme eux. Je vois le projet qui a été ébruité d'un ordre des journalistes, qui est une pratique intéressante que je vous recommande, mais moi, depuis l'Italie des années 30, je n'avais pas vraiment croisé ça. Jean-Yves, finalement, est-ce que c'est du fascisme? Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Je crois quand même que c'est une fausse bonne idée. Parce que c'est vrai que la logique journalistique, ça doit être de respecter les faits. Indépendamment de l'engagement ou l'angle ou l'orientation qu'on peut avoir, c'est respecter les faits. Sauf que respecter les faits, c'est quand même très difficile à objectiver. Et par conséquent,
ça peut vite dériver. En tout cas, au cas particulier, ce que je trouve assez amusant, c'est que je pense que les journalistes qui réagissent contre Cédrico n'ont pas tout à fait compris que ce qui visait, c'était pas vraiment les journaux officiels, si j'ose dire, mais les journaux alternatifs. Ils ont pris au premier degré une démarche qui était un peu plus compliquée que ça. Ceci étant, faire le sale boulot, la police, généralement, on préfère que ce soit les autres qui le fassent. Voilà. Effectivement. Jean-Yves, avant de conclure cette émission, vous avez un coup de chapeau. Oui, écoutez, un coup de chapeau aux journalistes des médias alternatifs. Je pense à Boulevard Voltaire, je pense à l'Incorrect, je pense à Présent, je pense, qui se sont mobilisés pour dénoncer l'injustice incroyable pour l'ICES, qui est un organisme, une université catholique de La Roche-sur-Yon, qui a exclu ou condamné à des travaux d'intérêt général certains de ses élèves qui avaient fait un petit chahut à l'occasion d'une manifestation de propagande LGBT. Et donc, c'est une condamnation particulièrement injuste qui a été de fait sous la pression des médias dominants, par le directeur de l'ICES, par monsieur, et sous la pression lui-même de l'évêché et du responsable départemental de LR, à savoir monsieur Retailleau. Donc, là, il y a aussi des journalistes qui se mobilisent pour défendre les étudiants. C'est, je crois, très bien, ça mérite un coup de chapeau. Et on parlait du vandalisme qui se transformait en street pooling pour passer bien dans l'opinion. Finalement, ils auraient dû parler de street shouting. Voilà. Et ça serait passé tout seul. Le street shouting, absolument. Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et j'arrive à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.